Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle donc Charles, je suis le président et fondateur d'Angel Square. Je suis très content aujourd'hui de discuter avec vous et avec Anthony, Anthony fondateur de Feed, que je connais depuis un moment, depuis des années maintenant. Qui en plus a une histoire évidemment qui est connue maintenant, parce qu'on entend beaucoup parler d'Anthony, mais une histoire vachement intéressante, une histoire entrepreneuriale d'abord, mais pas que. Et là, justement, le thème de cet entretien, c'est pas tant son histoire entrepreneuriale, même s'il va nous en dire quand même un petit mot, mais surtout en fait son activité de business angel qu'il a commencé il y a quelques années et qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'en fait, le profil d'Anthony est vachement intéressant, je trouve, dans le sens où il est très représentatif de l'écosystème startup français de ces dernières années. Parce qu'Anthony a monté sa boîte dans les années 2010, c'est ça, et est devenu BA Business Angel ensuite. Et il est jeune et je trouve qu'il est assez, voilà, il illustre très bien le nouveau profil des Business Angels qu'on a vu apparaître en France ces dernières années. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir son avis, sa vision des choses, qui nous raconte son histoire, comment un jeune entrepreneur comme Anthony devient Business Angel, comment il commence à investir, pourquoi. Voilà, on va essayer de poser des questions très concrètes pour que vous, dans l'audience, qui serait peut-être un jour entrepreneur à succès ou qui l'êtes déjà, bah, vous pourrez vous resservir de ce que vous aurez entendu aujourd'hui pour peut-être être à votre tour Business Angel. Anthony, bonjour, j'espère que tu vas bien, ravi de te revoir. Est-ce que tu peux peut-être commencer brièvement, tu te présentes en 30 secondes, tu nous dis en deux mots ce que fait Feed, même si je pense que tout le monde le sait à peu près, et puis surtout tu nous dis où tu en es aujourd'hui, quoi. Trop cool, merci pour l'invitation, Charles. Très content d'être avec vous tous aujourd'hui. Effectivement, du coup, je m'appelle Anthony Bourbon, je suis le fondateur de Feed. On a lancé en janvier 2017, pour être précis. On a commencé avec des repas complets dans des formats pratiques, des bars, des boissons, et on s'est très vite orienté vers du snacking fonctionnel, du snacking avec des finalités pour avoir des protéines, de l'énergie. Et c'est vraiment là-dessus aujourd'hui qu'on fait le plus de chiffre d'affaires. On a pénétré le marché par un produit de niche, hein, le repas complet, qui n'était pas vraiment adressé en France. C'était du substitut de repas, même si ce n'est pas exactement le terme. Et du coup, on a eu cette notoriété grandissante parce qu'on a eu une marque assez forte, assez engagée, qui allait plus loin que la simple nutrition, mais qui rappelait à tous que, quelles que soient vos origines ou votre histoire personnelle, vous pouvez réussir avec du travail, de l'ambition, de la détermination, de la résilience. Et c'est vrai qu'il y a eu un buzz autour de cette marque parce qu'on a essayé d'être très engagé dans l'émotion et les gens qui consommaient le produit ne le faisaient pas simplement parce qu'ils l'aimaient, mais aussi pour porter un message, pour voter en quelque sorte et nous aider à atteindre notre mission. Et du coup, très naturellement, après, je me suis mis à investir, mais on en parlera en détail par la suite, j'imagine. Ouais, ouais. Donc, tu lances Feed quand exactement? 1er janvier 2017, on est online au début, donc c'est vraiment la DNVB, Digital Native Vertical Brand par excellence. Très vite, on fait un deal avec Franprix et on est dans 50 points de vente, puis 400, après Monoprix, etc. Donc on est maintenant moitié online, moitié offline. Et ça nous permet de mettre le produit dans toutes les mains et à disposition du plus grand nombre. Ok. Et alors, donc, c'est vachement récent, 2017, évidemment. Donc, pour que tu sois business angel aujourd'hui, ça veut dire que tu as gagné de l'argent quelque part, ou à un moment en tout cas. À quel moment, justement, l'histoire entrepreneuriale de Feed t'a permis de devenir business angel, sans forcément rentrer, peut-être, j'en sais rien, dans des infos confidentielles, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Yes, bah déjà, j'avais fait pas mal de business avant. Il faut savoir que moi, j'ai beaucoup échoué de 18 à 30 ans. Je viens d'une famille compliquée, j'en ai pas parlé, mais j'avais un père violent, une mère dépressive, et je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 15 16 ans. Donc, j'ai tout de suite été livré à moi-même. Et j'ai dû gagner de l'argent, non pas parce que c'était stylé, que c'était branché. À l'époque, il n'y avait pas d'écosystème, mais parce qu'il fallait que je puisse manger. Donc, j'ai toujours eu, on va dire, ce bon sens paysan et j'ai assez vite économisé de l'argent, gagné de l'argent. J'ai tout essayé. Je fais de l'immobilier, je fais du trading, je fais de l'import-export. J'avais d'autres boîtes qui n'étaient pas start-up, mais vraiment qui rapportaient de l'argent. Et donc, j'ai toujours essayé d'investir dans des projets. À l'époque, c'était moins à la mode. Et du coup, quand je suis devenu entrepreneur un peu visible avec Feed, ça s'est inscrit naturellement dans un parcours de vie. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, on a levé beaucoup d'argent, on a levé 40 millions. Donc, on a fait 500 000, 3 millions, 15 millions, 20 millions. Enfin, on a levé pas mal. Et, euh, et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle du cash out. Donc, il y a eu une partie cash in dans la boîte et une partie cash out pour moi.
ou plusieurs millions, ce qui fait que j'ai eu du remploi fiscal à faire. Donc, j'avais 24 mois, pour être précis, pour réinvestir 50% de ma plus-value et ne pas payer d'impôts sur l'intégralité de mon enveloppe. Ça m'a obligé en fait à dispatcher beaucoup de tickets et ça m'a vraiment plu parce que j'avais l'impression de pouvoir utiliser les erreurs que j'avais faites chez Feed et de dire aux autres entrepreneurs qui allaient vivre exactement la même chose, fais attention, moi j'ai fait cette erreur, ne la fais pas. Et vraiment, j'ai réalisé qu'une grosse partie de l'argent que j'avais levé sur les 40 millions avait servi mon apprentissage plus que les fonds d'investissement. Et je pense que c'est super important aujourd'hui que le système ne soit pas juste drivé par des énormes levées. Alors, il y a des projets tech qui ont besoin d'argent par définition pour avancer, mais je pense que la plupart des marques, qui est vraiment ma verticale, moi, ce que j'aime faire, n'ont pas besoin de lever des dizaines de millions. Je pense que si Feed avait levé 1 million d'euros, mais avait eu les bons conseils, comme ceux que je donne aujourd'hui, moi, aux jeunes startups que j'accompagne, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de lever. Parce qu'au final, tout ce que tu apprends par la dépense inutile, bah, tu peux l'apprendre avec des conseils. Donc, ouais, j'ai commencé à dispatcher dans des marques, une quarantaine. Et de fil en aiguille, ça m'a tellement plu que même quand j'ai arrêté mon emploi fiscal et que c'était fini, j'ai continué à faire le pont entre des investisseurs qui n'avaient pas forcément accès à un gros deal flow, mais qui avaient beaucoup d'argent, des joueurs de foot, des avocats, des personnes qui avaient hérité, mais qui voulaient être dans l'écosystème, et le côté startup qui, eux, m'envoient évidemment tous les jours du lead parce que Feed est visible et savent qu'on a essayé d'accompagner les projets. Ok, là tu nous as parlé donc du fait que tu avais commencé à investir en fait en parallèle de tes levées de fonds, parce que donc pour que les gens comprennent bien, parce que tu parlais de cash out, de levée, etc. En fait, le principe c'est que quand une boîte comme Feed ou autre fait une levée de fonds plus ou moins grosse, l'entrepreneur a parfois l'opportunité d'utiliser une partie des fonds levés pour lui personnellement, c'est-à-dire pour vendre une partie de ses parts et donc mettre un peu d'argent de côté. Souvent, l'entrepreneur en a besoin parce que ça fait un moment qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, etc. Donc, les investisseurs qui participent aux levées de fonds souvent tolèrent qu'une partie de cette levée aille dans les poches de l'entrepreneur. C'est ce que Anthony appelle le cash out. Évidemment, il conserve la majorité de ses parts de la boîte, mais ça lui permet de mettre un petit peu d'argent de côté. Et quand Anthony parle de remploi fiscal, c'est qu'en France, il y a une disposition fiscale qui dit que quand on fait un cash-out, justement, on a 2 ans pour investir une partie qui sera défiscalisée. Je ne sais plus exactement comment ça fait. Enfin, voilà. Mais donc voilà, c'est assez incitatif pour des entrepreneurs comme Anthony pour se mettre à l'investissement business angel. Donc en fait, tu as commencé à cash-out dès la première levée ou c'est que quand tu as commencé à lever beaucoup? Non, la troisième. La troisième, troisième levée, généralement, il faut au moins lever 10 millions pour que ce soit intéressant. Si tu veux sortir plusieurs millions, disons, il faut que tu fasses une grosse levée. Nous, c'était une levée de 15 et après, il y avait le cash out en plus. Honnêtement, moi, je pense que c'est un dispositif qui est intéressant pour les fondateurs et qu'il faut pousser en France, qui est encore assez nouveau, même si ça commence à se démocratiser. La réalité, c'est qu'il y a plein de personnes dans l'écosystème qui ont fait des startups qui valent des centaines de millions parfois, mais qui vivent comme des pauvres parce que leur salaire, il est super bas. Et moi, par exemple, je trouve plus intelligent de ne pas beaucoup me payer. Honnêtement, je me paye très peu, mais d'avoir du cash à côté pour faire mes investissements. Et quand tu connais les charges sociales qu'il y a en France pour les employés, bon, ben, autant qu'on ne perd pas de l'argent à me payer des charges, mais que j'ai de l'argent pour me sécuriser à côté. Et en plus, vraiment, le fait d'investir on the side de Feed me permet, moi, d'avoir accès à plein d'informations qui sont intéressantes pour mon business. Typiquement, quels outils les autres fondateurs vont utiliser, comment ils vont adresser tel ou tel problème. Et vraiment, je me nourris aujourd'hui de ce que j'observe dans les autres boîtes. Donc, c'est vraiment intéressant et je pense que les VC, même si aujourd'hui ils sont encore un peu, donc les investisseurs professionnels sont un peu fragiles sur ce sujet, doivent y aller évidemment dans une méthode intelligente. C'est-à-dire que parfois aux US, tu vois des trucs de ouf, le mec il vient juste de faire une boîte, le mec ou la meuf d'ailleurs, il vient juste de faire une boîte et dès la première année, il prend 100 millions de cash out. Bon, évidemment, quand tu as pris 100 bâtons, c'est dur de rester concentré et motivé. Il faut quand même que l'entrepreneur ait envie de faire un bel exit à la fin. Il ne faut pas que ce soit démotivant. Si tu prends trop d'argent, c'est sûr que tu peux tomber dans une zone de confort. Oui, tu as raison. Mais c'est vrai qu'en France, quand tu regardes les levées de fonds moyennes, même des séries A, séries B, c'est quelques millions. Pour les grosses, c'est des dizaines. Mais
Mais moi, je trouve que c'est assez cohérent d'un point de vue ordre de grandeur. En général, l'entrepreneur, quand il fait un cash-out, c'est qu'il l'a mérité. Et les fonds, ils sont pas non plus, ils arrosent pas les cash-out, en tout cas pour le moment. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, tu as toujours été business angel dans l'âme. Et en gros, à partir du moment où tu as cash-outé, tu t'y es mis pour de vrai, quoi, c'est ça? Ouais, je l'ai industrialisé Ouais. à ce moment-là. J'ai vraiment augmenté les tickets. J'ai processisé, tu vois, les rencontres, les audits, les due deals, parce que je pense que c'est vraiment super important de bien choisir les dossiers. Et ce que vous faites, c'est exactement ce que je dis là. Il y a beaucoup d'investisseurs amateurs, on va dire, qui veulent investir dans des startups sans rien y connaître. Et malheureusement, tu vas te faire à voir, quoi. C'est obligatoire si tu n'es pas bien accompagné, qu'on ne t'explique pas, Ouais. parce qu'il y a des métriques à savoir regarder. Il faut rencontrer les bonnes personnes, il faut avoir le réseau, il faut pouvoir aussi apporter quelque chose et que l'entrepreneur soit guidé, qu'il ait un soutien, un support. Et du coup, ça prend beaucoup de temps, moi, je sais que je me libère en général le vendredi. J'essaie toujours une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Et c'est là que je rencontre les profils, que je lis les decks. Et sur peut-être 20 decks que je reçois, même pas, sur 50 decks que je reçois, je vais faire un dossier. Donc, tu vois, il faut que sur les 50 que je reçois, je vais en voir 5 en vrai ou en visio. Et sur les 5, je vais en garder un que je vais présenter à des potes investisseurs, voir si on peut faire une sorte de club deal autour. Donc, ça prend du temps. Et après, il y a des réflexes qui arrivent, mais c'est très dur de tomber sur les bons dossiers. C'est comme tout. Hein. C'est pas en te mettant deux mains l'immobilier que tu vas avoir les meilleurs deals de Paris. Donc, ça prend du temps et il vaut mieux être accompagné. Et alors, comment tu t'es structuré concrètement au début? Tu t'es fait une holding, j'imagine? Ouais, j'ai une holding. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un apport cession. C'est-à-dire que Mhm. toutes mes parts étaient détenues en privé dans Feed. J'en ai apporté une certaine quantité dans une holding, une SASU, une SAS unipersonnelle. Et du coup, en faisant cet apport cession, j'avais mes 2 ans pour faire du remploi. Et même aujourd'hui, j'ai 50% de mes titres qui sont détenus sur la holding. L'intérêt, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ou même des personnes qui sont sensibles à ces sujets fiscaux, c'est quand tu détiens tes parts au moins 2 ans dans une holding, l'IS baisse à 4% au lieu de 30%. Et donc, c'est super intéressant pour s'en servir comme tirelire. C'est-à-dire que l'argent n'est pas vraiment à toi parce qu'il est dans ta holding, mais si tu veux réinvestir dans de l'immobilier ou n'importe quoi, bah, tu te sers de ta holding et tu payes que 4% d'impôt au lieu de 30% de flat tax. Ouais. Donc, c'est pertinent. Ok. Alors au début, donc tu as ton cash out, tu as ta holding, elle est toute belle, toute rutilante. C'est quoi les premiers dossiers que tu reçois? Tu dis, tu t'as fait un post LinkedIn, salut, je suis business angel, commencez à m'en envoyer, ou comment tu t'es manifesté, comment ça s'est passé? Ça s'est fait assez naturellement et c'est drôle parce que souvent je dis que Feed a été une expérience très compliquée parce que à la base les produits étaient pas très bons parce qu'on s'est lancé comme une startup, on a voulu aller très vite et du coup les repas complets en bar c'était hyper bourratif et on a lutté pendant 3 ans pour faire une grosse R&D que les produits finalement soient bons et aujourd'hui quand tu goûtes nos nouvelles bar crunchy ou nos billes ça n'a vraiment rien à voir avec les premiers produits. Et du coup on a dû aller chercher le client, on a bataillé pour aller chercher le client alors que l'investissement c'est toujours lui qui est venu à moi assez naturellement et j'ai jamais eu besoin de forcer. Il y a encore quelques mois, j'avais ni LinkedIn ni Instagram. J'étais vraiment anti-réseaux sociaux parce que je restais focus sur l'exécution et je voulais pas, tu vois, perdre trop de temps avec tout ça. Et malgré tout, les fondateurs se passaient le mot et se disaient, il nous a vachement aidé, ou il est bon sur Feed, il a fait un truc de ouf, tu devrais aller le voir, lui demander s'il investit. Et on a eu la chance d'avoir un flow assez organique. Et après, ça a été très vite dans le sens où on est très impliqué dans les dossiers qu'on accompagne. C'est-à-dire vraiment, quasiment une fois sur deux, je suis au board, même plus d'une fois sur deux, je suis au board. Et vraiment, on est là pour les aider. Ils ont notre équipe à disposition pour aller demander des conseils, les outils qu'on utilise, voir les réseaux de distribution qu'on a chez Monoprix, chez Franprix, etc. Donc, on est vraiment des business angels dans support et qui vont accompagner. Et du coup, les fondateurs se sont passés le mot. C'est vrai qu'on a une notoriété sans le vouloir parce qu'on n'en parle nulle part, très peu sur nos réseaux sociaux, pas du tout sur le site feed. Mais malgré tout, ça s'est su. Et après, on a fait des boîtes qui ont cartonné. On a fait des boîtes comme Respire, les déodorants que vous devez sûrement connaître, ou les Miraculeux, les Gummies. On a fait les petits bidons. On a fait aussi des boîtes un peu plus fintech comme Bling qui t'avance de l'argent en un clic. On a fait Epidemics, on a fait de la pet food. On a fait plein de trucs, My Jolly Candle. Et pour le coup, on a eu de la chance puisque il y a une seule boîte qui n'a pas marché sur les 40, 45 où on a récupéré 70% de notre argent.
c'est Pony Express, pour ne pas les citer. Ils faisaient du recommandé et au final, l'État, enfin, la Poste a racheté le concurrent direct qui s'appelle AR24 et ils ont décidé de plus donner d'assermentation, enfin de plus pouvoir donner l'obligation administrative. Ils ont fait un petit monopole d'État là, comme à l'époque et du coup, ils nous ont dit bon, bah, ça fait plus de sens de continuer et on a récupéré 70% de l'argent. Donc, ouais, le bouche à oreille a fonctionné. Au point que maintenant, ça y est, tu es sur M6 dans le jury de qui va être mon associé. Donc, ouais, ça fonctionne rapide. C'est comme une traînée de poudre, quoi. Ouais, c'est drôle et c'est C'est énorme. vraiment marrant parce que quand cette émission qui veut être mon associé est sortie, la saison 1 sur M6, je me suis dit, c'est drôle, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. C'est marrant de se retrouver là, mais sans vraiment y penser. Et Ouais. quelques mois après, ça s'est contacté et du coup, bon, bah, je trouve ça super parce que comme tu le disais en introduction, je pense que le visage de l'investissement français est en train d'évoluer et on a tous cette image d'un investisseur avec sa cravate très propre sur lui. Et maintenant, tu vois des mecs qui débarquent sur M6 avec des capuches, des jeans troués et qui peuvent déclencher 1 million comme ça. Et les anciens, tu vois, qui ont 50, 60 ans, nous regardent en disant putain, mais c'est quoi cette génération? Ils ont été vite, Grave. quoi. Et Ouais. c'est vrai qu'ils ont tous au moins 2 fois mon âge sur le plateau. Et je pense que c'était important, et M6 l'a très bien senti, euh, de donner la vraie image de l'entrepreneuriat aujourd'hui française. Et du coup, on n'a plus les mêmes codes, on ne pose pas du tout les mêmes questions. Et dans cette émission, ça va sauter aux yeux des téléspectateurs. On n'a pas du tout la même approche. Eux parlent beaucoup de chiffres, tu vois, trucs un peu old school. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi tu fais ça, quelle est ta mission, la promesse, ta communauté, comment tu l'as créée, qu'est-ce que tu racontes. Et tout ça, ça permet aussi à l'écosystème de se réinventer et de motiver les jeunes à entreprendre, à sauter le pas, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de se lancer. Et c'est pour ça qu'on essaie de porter ce message. Donc, tu nous promets des belles soirées devant M6 l'année prochaine. Enfin, je sais pas quand c'est censé être diffusé, mais Il y on a va des se grosses marrer. punchlines, ouais. Il y a de la Ok, il grosse y a quelques punchline. punchlines. Oh, yes. Bon, je serai à l'affût alors. Bon, et ouais, non, pour en revenir à tes deals, raconte-nous ton premier deal. Le premier. Combien t'as mis? C'était qui la boîte? Ou enfin, si tu Ouais, peux dire tout ça, ouais hein, c'est My Jolly Candle, je me souviens maintenant. Ouais. C'est My Jolly Candle. J'ai mis 100 000 euros. Et Ah ouais, tu t'es lancé sérieusement, parce que 100 000 euros pour un premier ticket, c'est gros, quoi. ouais, c'est gros. Et vraiment, ça a été un coup de cœur humain. C'était Samuel Guez, le fondateur. La bougie, c'est vraiment pas un truc excitant. Moi, j'avais jamais acheté de bougie de ma vie. Ouais. Et vraiment, le mec a été tellement bon et tellement exécutant, tellement motivé, déterminé, que je me suis dit, ah ouais, il me ressemble. Et c'est super important, je pense, d'investir chez des gens avec qui tu as envie de passer du temps. Parfois, je vois des super projets qui sont canons, super chiffres, idées de ouf. Mais l'équipe, je sais pas, j'ai pas envie d'aller me prendre un café avec eux. Et ça, c'est important parce qu'au final, tu vas quand même passer du temps et il faut être aligné sur l'histoire, aligné sur le pourquoi tu fais tout ça. Et ça a été une bonne école parce que j'ai tout de suite compris que l'humain allait être ma priorité dans mes critères de choix. D'accord. Et donc, ticket de 100 000, c'était une levée de combien? Et t'as eu quel rôle ensuite dans la boîte? Ouais, bah, tu vois, c'est marrant, c'était mon premier ticket et c'est lui, je lui avais dit non au début, je lui ai dit écoute, parce qu'il levait quand même beaucoup, je crois qu'il levait 5 millions, un truc comme ça, c'était pas early. Et Mhm. je lui ai dit, moi, je prends pas beaucoup de parts, ça m'intéresse pas trop, j'adore ta personnalité, mais il m'a dit écoute, je pense que tu vas être bon, je te donne des BSPCE et tu rentres à une valo discountée et je te mets au board. Et donc là, je me suis dit écoute, j'investis même pas pour l'argent, mais j'investis pour apprendre. Et vraiment, c'est clé, ça fait un peu cliché, mais je le pense vraiment. Un peu comme l'argent que j'ai levé m'a permis d'apprendre très vite parce que j'ai pu dépenser, donc faire plein d'erreurs. Et ben là, d'aller investir chez Sam et My Jolie Candle m'a permis de comprendre l'investissement, comment ça fonctionnait, comment se passait un board. Et du coup, bah, j'ai beaucoup appris et j'ai pu retransmettre tout ça sur les investissements suivants qui avaient plus vocation à me faire gagner beaucoup d'argent, puisque moi, ma thèse, je ne dis pas que c'est la bonne, hein, mais en tout cas, c'est la mienne. Et j'essaie de m'y tenir parce que comme ça, c'est quasi mathématique. Je rentre très tôt, dès le premier tour. Moi, j'aime les valos entre 1 et 2. J'aime vraiment les trucs très petits, 1 et 2 millions. Et Et donc derrière, ça, c'est des levées entre 200 et 500 K, quoi. ouais, voilà, je cherche des levées à 500K où ils sont prêts à lâcher 20, 25%, on va dire, 25 points si on veut une valo à 2. Et du coup, on rentre très tôt, on l'aide énormément, on s'investit dans la boîte, mais c'est-à-dire vraiment, on est présent, quoi. On ne fait pas juste prendre un coup de fil de temps en temps. On la pousse au max
et on sort 2-3 tours après, dès que ça va atteindre les 20-25 millions de valos. Moi, je ne cherche pas à faire des multiples de ouf. Moi, quand tu me donnes un x10, je suis content. Et au final, tu vois, il y en a plein au début qui se foutaient de ma gueule, qui me disaient ah non, mais faire des startups pour faire x10, ça n'a aucun sens. Parce que tu sais, quand tu écoutes l'écosystème startup, si tu ne fais pas x1000, Bah ouais. tu ne fais pas une décacorne, aujourd'hui, tu es un has-been, quoi. Mais en fait, moi, comme je mets mon blé et pas le blé d'un LPs, tu vois, sur lequel je touche un caride, je suis pas du tout dans l'énergie de faire des bulles en mode ah, j'espère que ça va valoir 1 milliard. Moi, je m'en fous que ça vaille 1 milliard. 1 milliard, quand je fais x10, j'ai mis pas mal d'argent. Déjà, je gagne beaucoup, tu vois. En Ah ouais. 2 ans, j'ai gagné vraiment beaucoup parce que je suis déjà sorti de pas mal de boîtes. Et ouais, x10, c'est pas exceptionnel, mais à mon âge, à 32 ans, tu vois, sans avoir de parachute, me dire que je peux gagner quelques millions chaque année en investissant, bah, tu Non, vois, mais c'est pas dégueu, quoi. c'est marrant, tu dis x10, c'est pas exceptionnel. Déjà, si, c'est exceptionnel par rapport à tous les autres investissements du monde, tu vois, sauf le Bitcoin peut-être, mais je connais pas d'autres investissements qui peuvent rapporter autant. Alors évidemment, toutes les boîtes font pas x10, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu connais les vrais chiffres des exits en France, tu sais, il y a des rapports tous les ans qui sortent sur ça. En moyenne, une boîte en France, quand elle est rachetée, enfin une start-up en France, quand elle est rachetée, c'est pour des valos entre 20 et 25 millions. Donc ça veut dire que faire ton x10, c'est possible, mais que si tu investis, comme tu dis, bah, à valo 2 millions au début. Donc d'où l'intérêt de négocier et de faire très attention à la valo d'entrée. C'est clair que en fait, tout se joue là, quoi. Parce que moi, je corrobore tout à fait ce que dit Anthony. Des exits, il n'y en a pas tout le temps. Et quand il y en a, en général, c'est dans ces ordres de grandeur-là, 20 millions, 25 millions. Donc, si on veut faire un multiple vraiment intéressant, on ne peut pas se foirer sur la valo d'entrée. Et c'est un vrai sujet parce que c'est vrai qu'en ce moment, les entrepreneurs ont tendance à un peu s'enflammer sur les valos d'entrée. Il y a beaucoup d'argent disponible sur la place, donc ça fait monter les valos aussi. Et pourtant, pour le moment, les valos d'exit n'ont pas explosé, quoi. Donc, il faut faire gaffe aux valos d'entrée. Donc, ok. Donc, Je toi, suis d'accord, il faut faire très gaffe à tout ça et parce que ce que j'appelle moi la patate chaude, elle est gérable, encore une fois, quand ce n'est pas ton argent. Les VC, les professionnels, il ne faut pas oublier qu'ils n'investissent pas leur thune, qu'ils investissent l'argent de LPs et que sur l'argent de LPs, ils prennent entre 2 et 4% de caride. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils lèvent un fonds de 100 millions, ils prennent 4 millions par an, même s'ils ne font pas un deal. c'est Donc, des frais de gestion, tu veux dire, pas du caride. voilà. Oui, pardon, Ouais, des management fees. ouais. Et donc, du coup, quoi qu'il en soit, les mecs sont tranquilles parce qu'ils ont 4 bâtons ou 2 bâtons, en tout cas assez, pour faire vivre leur truc. Les investisseurs perso, on va dire BA, c'est différent parce que quand ils mettent 50 000 ou 100 000, bon, ben, c'est leur argent à eux et s'il est perdu, il est perdu. Donc, ce truc de patate chaude qu'on essaie tous de se refiler au fur et à mesure, je trouve que c'est risqué et c'est pour ça qu'il y a des SPAC qui naissent maintenant. Les SPAC, en fait, c'est ni plus ni moins un véhicule pour aller racheter les parts de private equity qui sont coincées parce qu'ils ont racheté tellement haut que bah, il faut encore un autre modèle pour pouvoir racheter les fonds de Ah ouais. private ou les fonds de VC, quoi. Ouais. Ah, moi, je trouve que on fait un peu des digressions, mais moi, je trouve que le stade d'investissement du business angel, c'est l'amorçage. En fait, c'est quasiment le seul stade, on va dire, rationnel d'investissement sur une startup, parce qu'en fait, ensuite, ça devient de la spéculation, enfin, ça devient n'importe quoi finalement. C'est clair. Tu vois, Le quand tu seul truc investis que à tu Valo peux 2, justifier, c'est peut-être quand tu veux pas te diluer et tu vois, tu es rentré très tôt. Et moi, ça m'arrive, je rentre à 1, 2. Le mec fait un tour à 10, 15, 20. Je vais compléter pour pas me diluer. C'est-à-dire pour absorber la dilution du tour suivant et pour garder mes parts, je vais compléter si je suis sûr que le fondeur il est vraiment très bon, ouais. qu'il a poussé. Mais c'est la seule option, effectivement, à mes yeux, qui a du sens. Ok. Écoute, revenons un peu à notre sujet central. Donc là, aujourd'hui, tu l'as évoqué rapidement, tu as plus de 40 boîtes, c'est ça, en portefeuille? Ouais, 44 maintenant. Ok, et donc que des NVB. Non, pas que. Ah non, J'ai tu avais des fintech un peu, tu as dit. beaucoup de NVB, j'ai un peu de fintech, j'ai un peu de tech. En tech, j'ai Zama de Rand qui est un très bon pote. C'est de l'encryption, intelligence artificielle. Enfin, il a déjà vendu une boîte il avait déjà vendu sa boîte à Sonos. Enfin, c'est vraiment des trucs profonds. Je comprends même pas ce qu'il fait, donc je suis vraiment rentré parce que c'était un pote. Je fais beaucoup de food tech. Ouais. J'ai fait Gourmet, par exemple, qui fait du foie gras à base de. Il démultiplie les cellules. Les cellules, il extracte des cellules du canard et il les fait se reproduire avec une technologie qui l'expliquerait mieux que moi. Et du coup, en fait, tu peux faire du foie gras sans accès, sans canard, mais c'est pas du faux foie gras, c'est du vrai foie gras, mais sans canard. Tu vois, enfin, c'est un Ouais. truc de ouf. J'ai pas mal de trucs comme ça, de la livraison de repas, des marques, de la beauté, beaucoup de la pet food. Donc vraiment, il y a ce côté marque, c'est ce que j'aime travailler parce que je sais que c'est là que je peux apporter le plus
Typiquement, les petits bidons, je trouve ça génial. C'est pareil, c'est des produits ménagers, de lessive, etc., qui respectent l'environnement, qui n'abîment pas la planète, qui sont bio, machin. Et du coup, il y a des vraies histoires. Moi, ce que je cherche la plupart du temps, c'est des aspérités dans le pourquoi le mec ou la nana est là. C'est-à-dire que un produit, enfin, tout le monde peut avoir une bonne idée de produit, ça, c'est pas du tout compliqué. Mais ce qui est clé, c'est l'exécution qu'il va y avoir derrière. Et en fait, l'exécution, c'est la clé. Et tu peux pas bien exécuter si tu n'es pas passionné et qu'il n'y a pas dans ton histoire perso quelque chose qui t'amène à faire ça. C'est-à-dire que c'est tellement dur l'entrepreneuriat que un mec qui veut juste gagner de l'argent, il ne peut pas y arriver. L'argent ne doit pas être une finalité, mais plutôt une conséquence. Moi, je suis persuadé que je gagne pas mal ma vie, pas parce que je suis obsédé par mon produit jouet. Non, je le fais parce que je suis bon. Et pourquoi je suis bon? Parce que j'aime ça et que j'y passe beaucoup de temps et que je travaille plus que les autres, etc., etc. Et donc, bah ouais, on me paye pour le faire parce que je le fais bien. Et du coup, souvent, c'est des vengeances personnelles, des revanches de vie qui sont à l'origine d'une telle motivation. Et du coup, j'aime parler du temps, passer du temps et parler avec les fondateurs, fondatrices, essayer de comprendre. Et souvent, quand tu passes du temps, tu vois que il y a un professeur qui leur a dit quand c'était tout petit qu'ils n'arriveraient à rien, ou leurs parents n'avaient pas confiance en eux, ou le frère, la sœur étaient meilleurs. Et du coup, tu as une sorte toujours de revanche. Et quand tu creuses, il y a un truc qui fait pleurer. Et moi, j'aime bien ça. C'est le premier, ce que j'appelle le workshop brand platform. C'est comprendre pourquoi on ferait cette marque. Et je veux qu'ils pleurent. Parce que je veux qu'ils aillent raconter des trucs hyper perso, tu vois, des trucs. Et vraiment, il y en a, c'est parfois ils te racontent qu'ils ont été violés, d'autres qui sont analphabètes. Mais il y a toujours un truc hyper dur. Et en fait, quand j'ai ce truc-là, je sais que c'est un entrepreneur ou une entrepreneur dans laquelle il faut parier. Et il ne faut pas avoir peur de perdre, même si jusqu'à présent, ça nous est très peu arrivé. Moi, je mets toujours l'entrepreneur à l'aise en lui disant, tu sais, même si tu perds mon blé, ça me fait ni chaud ni froid parce que je sais dans quoi je m'engage. À partir du moment où tu es au max et que tu donnes tout et qu'on ne se travestit pas et qu'on raconte quelque chose de cool, l'argent que tu me feras perdre, je le gagnerai ailleurs et inversement, tu vois. Et ce qui est beau, c'est ce cercle vertueux. Et d'ailleurs, ça commence à arriver. Il y a plein de personnes chez qui j'ai investi qui investissent maintenant avec moi. Parce qu'elles aussi ont cash out, elles aussi ont commencé à gagner de l'argent. Et je trouve que ce cercle vertueux, sans compétition, est super sain. Moi, il y a certains de mes investisseurs de Sensei Ventures, Jérémy Charrois, etc., qui ont investi chez Feed. Et maintenant, j'ai beaucoup d'argent aussi. Et du coup, on investit ensemble dans d'autres projets. Et c'est ça que je veux réussir à mettre, tu vois, qu'il y a un truc vertueux et qui n'est pas les investisseurs en costard-cravate qui te prennent un peu pour un larbin et qui te font bosser, qui eux s'engraissent et te feront jamais rentrer dans leur clan, quoi. Ouais. Ok, bon, moi je rassure quand même nos auditeurs. T'es pas obligé non plus d'être traumatisé dans l'enfance pour monter des belles boîtes, Dieu merci. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que l'entrepreneuriat c'est difficile et t'es obligé d'avoir une grosse personnalité et souvent ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Donc ça peut être pas forcément de l'analphabétisme, mais ça vient souvent de quelque part. Ouais. Ok, c'est quoi ton. Tu as dit que tu avais déjà fait des exits depuis. Tu as commencé à investir en 2017-2018. Tu as déjà fait des exits. C'était sur quelle boîte, si tu peux dire? Enfin, je sais pas, ou donne-nous ta meilleure exit. Ouais, c'est en gros, mon raisonnement de base, c'est comme je rentre très tôt, je vais essayer d'apporter un maximum de savoir à l'entrepreneur pendant une courte période, un peu comme s'il me pressait comme un citron. Et après, je lui recommande de prendre quelqu'un de plus jeune, de plus frais, pas de plus jeune, mais de plus frais, et qui va être meilleur dans son étape. Moi, je suis franchement très bon pour le early stage. C'est-à-dire que je sais exactement comment lancer une boîte. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'investisseurs qui m'envoient des mails en disant est-ce que je peux investir avec toi et tout. Et donc, j'ai une liste de personnes, tu vois, et je peux shooter un mail à des gens. Et du coup, je peux trouver un tour de table de 500K à 1 million très rapidement. Et ils savent que moi, je m'occupe du reste. Et par contre, quand je suis pressé, ça me saoule, tu vois, parce que j'ai plus rien à faire. Et là, je lui dis fais-moi sortir et je te mets quelqu'un qui est beaucoup plus dans le management, qui est beaucoup plus dans la seconde partie de la fusée, à savoir le recrutement, la gestion quotidienne, les opérations. Et du coup, le founder est toujours enclin, parce que je l'ai bien aidé, à me faire sortir. Donc, la plupart des boîtes dans lesquelles je suis sorti, c'était en cours de route. C'est pour ça que je ne peux pas trop les citer, parce qu'elles n'ont pas encore exit. Ah ouais, ok. Et pour l'equity story, c'est toujours un peu Ok. délicat de parler de ça. Mais en fait, les fonds sont très contents parce qu'ils me rachètent mes parts. Je leur mets un discount comme ça, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, une valo qui est à 30 millions, il y a un tour de table à 30 millions de valo, ben moi je leur fais un discount et je les fais rentrer, je leur vends mes parts à 20, 25 millions, admettons. Eux, ça leur moyenne à la baisse leur participation.
Et moi, le fondeur est content et il me renvoie un peu pareil en mode tu m'as vraiment aidé, tu m'as vraiment servi, merci pour le taf, je te donne de la liquidité. Et c'est comme Ouais. ça qu'on fait et je trouve que c'est la meilleure méthode pour pouvoir être vraiment engagé et pas sleepers parce qu'en fait, quand tu es vraiment impliqué, 2 ans déjà c'est long, 2, 3 ans c'est long. Tu vois, il y a des dossiers où je ne suis pas engagé. Ça ne me dérange pas de rester 4, 5 ans et d'attendre jusqu'à la fin parce que tu vois, j'y suis pas. Mais quand je suis vraiment au quotidien, j'exagère, mais quand je suis vraiment présent, c'est vrai que j'aime bien me renouveler et pouvoir rentrer dans des boîtes rapidement. Ouais, ok. Donc 40 participations. Tu as déjà fait combien d'exits sans forcément les citer? En effet, quand je les prends tous, 8. Ah, c'est pas mal, hein. C'est des exits rapides en plus. Ouais, 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 ça, bah, même pas 2 ans. Ouais. ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est assez logique finalement. Moi, je trouve que ton raisonnement, il a vachement de sens. C'est-à-dire que tu investis à petite valo au tout début et en fait, tu sors sur sur les levées d'après, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc qui n'est pas forcément très connu par le grand public, entre guillemets. C'est que bah, la plupart du temps, les business angels, ils font leur liquidité bien avant la session finale, quoi, en fait. Et ça, c'est une force pour les business angels. Enfin, c'est un atout, je veux dire. Les VC, les fonds d'investissement, quand ils investissent, vu qu'ils investissent à valo beaucoup plus cher, bah forcément, leur plus-value à eux, elle se fera dans beaucoup plus longtemps et sur des beaucoup plus gros deals qui est très incertain. Alors que le business angel, lui, il a plus de chances de faire sa plus-value parce qu'il faut juste que la boîte lève plus d'argent. Et ça, c'est vrai que c'est possible et c'est fréquent. Et c'est souvent là que les BA font de bonnes affaires. La preuve avec ce que nous dit Anthony. Ouais. Le bon truc, c'est que tu vois, il y a les fonds, comme ils sont coincés par la liquidité, ils ont un modèle qui est foireux pour moi et qui est très bien expliqué dans un livre, c'est Zero to One de Peter Thiel, qui fait partie de la PayPal Mafia, qui est un mec très bon aux US. Il t'explique en gros un VC, quand il investit dans un dossier, ce dossier doit lui rapporter assez pour pouvoir racheter son fonds. C'est-à-dire qu'un fonds de 100 millions, quand il investit dans une boîte, il faut au moins qu'il puisse gagner 100 millions avec cette boîte. Et donc, si tu veux, ça te bloque complètement le champ des possibles parce que tu ne peux investir que dans des boîtes tech qui vont être démultipliées et très scalables, qui vont Ouais. être explosives. Par exemple, il ne pourrait pas investir dans les mêmes boîtes que moi. Alors que moi, c'est l'inverse. Je vais plutôt chercher de l'agilité et en cherchant un petit x10, bah, je peux les démultiplier assez facilement et rapidement. Et c'est tout l'intérêt pour un business angel d'être liquide. Et il y a de plus en plus de plateformes qui permettent cette liquidité. Je pense à Caption, qui est apparu il n'y a pas longtemps pour donner de la liquidité pour les BSPCE, mais qui au final peut aussi donner de la liquidité pour des investisseurs. Et je pense que dans l'avenir, en tout cas c'est ce qui s'est passé aux US, il va y avoir de plus en plus de possibilités de sortie pour les business angels. Et c'est là que vraiment ça va devenir très intéressant. Ouais. Ouais, donc bah, justement, on arrive sur la suite de l'interview. Justement, comment tu vois l'évolution de l'écosystème startup français qui a déjà été, moi je l'observe depuis 2013-2014. C'est le jour et la nuit. En quelques années, il s'est passé vraiment. Les montants levés par les startups ont été multipliés par 9 en 5-6 ans, tu vois, en France. Donc c'est un truc de ouf. Comment tu penses que ça va évoluer ces prochaines années? Il y a une bulle qui va exploser et puis il va plus rien se passer, ou au contraire, ça va continuer à se structurer, etc. C'est super intéressant et évidemment compliqué de prédire l'avenir, mais le sentiment que j'ai, c'est que pour les boîtes tech, c'est super important de pouvoir lever beaucoup d'argent parce qu'on est en concurrence avec les Américains, les Chinois, et on a été écrasé ces dernières décennies d'un point de vue technologique. Donc, si on veut avoir des grosses boîtes indépendantes, autonomes, il faut qu'on puisse déployer beaucoup d'argent. Je suis un peu plus tempéré sur ce qui est marque, parce qu'au final, le piège de la marque, donc les DNVB, les produits, c'est qu'en levant beaucoup d'argent, et je sais de quoi je parle puisqu'on l'a fait chez Feed, tu peux aussi te piéger dans les valorisations parce que ta valorisation, mathématiquement, et mécaniquement, elle va monter très haut, très vite. C'est compliqué parfois de trouver des exits parce que la réalité, c'est que qui te rachète à la fin, c'est l'industriel. Et l'industriel, c'est un peu un mec à l'ancienne avec une cravate, Ah justement, ouais. qui, lui, va pas regarder juste ton chiffre d'affaires, il va regarder ta bottom line, il va regarder ton rendement. Et du coup, s'il est moisi, il va pas te racheter. Donc, il y a aussi beaucoup de boîtes qui se font piéger et on en parle très peu dans l'écosystème parce qu'évidemment, personne n'a envie de perdre la face, que ce soit les VC ou les entrepreneurs. Mais il y a peu de sorties parce que les valos sont tellement hautes que personne ne veut les reprendre. Donc, je pense que pour les marques, il va y avoir une inversion du système. Et
il y aura une levée ou deux levées maximum avec des business angels. Et je pense que c'est là que les business angels doivent se positionner, où les valos seront très raisonnables et du coup intéresseront les business angels. Et après, en apportant une aide vraiment importante, substantielle à ces boîtes-là, qu'elles soient stand-alone et capables de pouvoir proliférer et réussir par elles-mêmes sans avoir une dépendance au VC. Donc, je vois vraiment la partie tech, ouais, ça va cracher, c'est sûr. Et j'espère que ça se passera bien. C'est un peu moins mon domaine. C'est un truc qui m'excite un peu moins, la tech, parce qu'il y a moins d'histoire, il y a moins de why, il y a moins d'humains. En réalité, c'est du B2B. Hein, donc, par définition, tu vois, tu n'as pas de communauté engagée. Tu ne vends pas un produit en Ouais, c'est direct. pas concret, quoi. Enfin, c'est moins concret. C'est un autre modèle. Mais pour les marques, je pense qu'il ne faut pas se faire piéger et que les belles marques, et je vois avec Respire, les Miraculeux, les petits bidons, elles n'ont pas eu besoin de lever beaucoup. Ils ont levé une fois, mais on leur a donné les bons conseils, ils ont été smart, ils ont bien exécuté, délivré derrière. Ça pulse, hein, et je pense qu'ils peuvent aller se vendre 100 millions. Et c'est con, mais quand tu te vends 100 millions sans dilution, ou avec une dilution, bah, c'est beaucoup mieux que de se vendre 200 millions en ayant fait 5 levées de fonds. Ouais. Donc, il faut aussi faire ce calcul très bon père de famille et bon sens paysan. La dilution fait mal aux parts. Il faut vraiment vendre très lourd après pour prendre des gros billets. Il vaut mieux parfois vendre ta boîte 20, 30 millions, mais sans avoir de dilution, plutôt que de la vendre 100 en n'ayant plus du tout le contrôle de ta boîte, parce qu'il ne faut pas se jouer la face. Les VC ne sont pas sympas. Hein. Les BA, ça se passe bien parce qu'on est entre nous, et je pense malgré tout qu'il faut que les BA soient bien éduqués sur comment se passe la vie d'une startup pour pas qu'il y ait d'interférence, pour pas qu'il soit pénible. Et je pense qu'un modèle comme le vôtre, tu vois, il faut qu'il y ait un lead qui prend le contrôle et qui représente les autres BA, parce que quand tu as 30 BA qui peuvent parler en même temps, enfin, plus personne s'entend, c'est un brouhaha et ça fait perdre du temps à l'entrepreneur. Mais les VC, quand ils rentrent, ils viennent pour prendre le contrôle. Hein. Ils te diront tous non, non, nous on laisse l'indépendance, l'autonomie. Moi qui suis dans les dossiers, je vois comment ça se passe. Quand tout se passe bien, personne ne l'ouvre. Dès que ça se complique un peu, tout le monde arrive avec les couteaux et veut charcler sa part du gâteau. Hein. Donc, et ça peut se comprendre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Et je pense que les entrepreneurs vont essayer d'être autosuffisants le plus rapidement possible. Ok. Très bien. Juste si tu devais faire le bilan là, de tes premières années de Business Angels, qu'est-ce que tu nous dirais est-ce que tu as fait notamment sur, tu vois, sur les erreurs à éviter? Parce que je pense que s'il y a des gens dans l'audience qui souhaitent un jour être Business Angel ou le sont déjà, bah, je pense que ton retour d'expérience est hyper intéressant. Alors, vas-y, dis-nous. Déjà, j'en tire une conclusion vraiment positive, que ce soit en termes financiers, humains, apprentissage. Ça te permet de toucher à plein de verticales qui étaient complètement inconnues pour moi. La beauté, les fringues, la pet food, la food tech, évidemment, on connaissait, mais tu vois, on a creusé plein de sujets qu'on n'avait pas forcément en tête. Euh, Tu vas t'ouvrir, rien que par la lecture de deck, à plein de sujets qui sont super intéressants et qui peuvent t'apporter en tant que personne. Moi, il y a plein de trucs que je fais maintenant grâce à des boîtes que j'ai rencontrées où je n'ai pas forcément investi, mais qui m'ont sensibilisé à certains sujets. J'en donne un tout simple. Les petits bidons, c'est de la lessive. Je ne savais pas avant lui que, contrairement à la food ou à la beauté, où les grandes marques où toutes les marques d'ailleurs sont obligées de mettre l'intégralité des ingrédients derrière, la lessive, tu n'es pas obligé de mettre l'intégralité des ingrédients utilisés. Donc, c'est-à-dire que dans la plupart des lessives que vous utilisez des grandes marques, il y a du pétrole, des dérivés de je sais pas quoi qui te font des allergies de ouf à la peau, et tu gardes les vêtements 12 ou 13 heures par jour en moyenne, et donc ça t'agresse autant que si tu te mettais du pétrole sur la tronche, quoi. Et en fait, je trouve ça ouf que euh, les lobbies, hein, parce que c'est évidemment les lobbies qui maintiennent ces trucs-là, ne nous en parlent pas et fassent en sorte même d'étouffer ces affaires. Et donc, les startups te permettent de prendre conscience de plein de sujets, de changer tes modes de consommation. Et puis, c'est des aventures humaines, évidemment, qui sont super enrichissantes. Alors, je fais de l'immobilier et tout, donc j'ai pas envie de critiquer l'immobilier, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu achètes un immeuble, bon, une fois qu'il est acheté et que bon, tu as les locataires qui tournent dedans, ton apport est quand même pas ouf et humainement, tu te sens pas investi d'une mission, quoi. Alors que quand tu fais des startups, tu vis une aventure, tu vois, et
Et quand avec qui veut être mon associé, on le voit, il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a des moments de joie, de soulagement. Tu accompagnes quelqu'un vers un exit. En fait, et c'est ce que je disais dans l'émission là, qui veut être mon associé, tu viens pas chercher de l'argent quand tu pitches, tu viens chercher ta liberté. Tu vois, tu viens chercher un changement de destin. Et tu viens dire au reste du monde, moi qui n'ai pas forcément les bonnes cartes, et ça marche dans les deux sens, hein. C'est pas que les pauvres, hein. Même un riche peut être hyper malheureux et pas être abouti. Tu vois, moi j'ai des fils de riches autour de moi, ils sont très malheureux, ils prennent de la drogue et tout parce que leur vie, bon, bah, ça a toujours été simple. Et quand ils se mettent dans un projet, ça leur permet de se réinventer et de trouver un sens à leur aventure personnelle. Et tu vois, en tant qu'investisseur, c'est aussi ça que tu permets de faire. Tu permets de déclencher des destins. Et moi, je suis trop fier quand je vois des gens qui se mettent à faire des aventures de ouf et avec qui ils commencent à avoir, ouais, limite une compétition de chiffre d'affaires, mais sainement. Tu vois, c'est-à-dire que, ah ouais, putain, il commence à faire du gros chiffre, il faut que moi aussi je continue à m'améliorer, etc. Et ça, c'est cool. Donc, super constat et c'est sûr et certain que je vais continuer dans les prochaines années. Ok, donc a priori, tu as kiffé, en tout cas sur le plan humain. Sur le plan financier, ça se passe pas trop mal, a priori. Tant mieux. C'est quoi les erreurs à ne pas faire quand tu commences en tant que BA? Ouais, les erreurs, je dirais, c'est pas forcément être client du produit. Je vois trop Ah ouais? d'investisseurs. Et d'ailleurs, on s'est un peu attrapé là sur qui va être mon associé, mais je peux rien dévoiler. Mais il y a deux, trois débats un peu chauds où en fait les anciens investisseurs, sans vouloir être désobligeant envers eux, te disent ah mais moi je trouve votre produit nul, je le consommerai jamais, donc j'investis pas. Et en fait pour moi ça c'est la base de l'ethnocentrisme et de se dire moi je suis pas consommateur, donc c'est un produit de merde. Et en fait non, pas du tout. Moi il y a plein de produits dans lesquels j'ai investi que j'utilise pas au quotidien, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un marché. Donc la bonne question à se poser c'est pas est-ce que moi j'aime le produit, mais plutôt est-ce que la masse va aimer le produit? Ou est-ce qu'une niche assez conséquente va utiliser régulièrement ce produit pour créer des cohortes de consommation qui sont intéressantes? Et il faut toujours se positionner à la place du peuple pour voir si le peuple a envie de ce produit. Et c'est souvent ce que sont incapables de faire soit les riches, soit les VC, parce qu'ils sont tellement déconnectés du peuple, parce qu'ils ne prennent pas le métro, ils vivent dans des apparts de ouf, qu'ils se rendent plus compte du produit. Moi, Fit, pendant longtemps, j'ai eu du mal à expliquer à quoi ça servait, parce que les gens me disaient, mais en fait, qui veut sauter son repas? Moi, je vais au resto tous les midis. Enfin, pourquoi je mangerai du feed? Et je dis, mais parce que toi, tu as les moyens de payer 40 balles tous les midis, mais les étudiants, les jeunes ou ceux qui ont beaucoup de taf, de temps en temps, ils sont bien contents d'avoir une barre feed qui leur remplace un repas, ils gagnent du temps et ça leur coûte 3 euros. Et il y a un vrai problème dans l'économie française de se positionner à la place de l'autre. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de vouloir être trop actif auprès de l'entrepreneur quand il ne le demande pas. Je pense qu'un investisseur doit être là en soutien quand on lui demande. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un investisseur qui t'appelle, qui dit ah, tes packaging bleus, j'aime pas trop, je les verrais plutôt rouges. L'enfer. Et ça, je l'ai vécu, moi, tu vois. Ah non, mais alors ce produit, je préférais quand la banane, il y en avait plus. Enfin, c'est pas du tout le rôle d'un invest. L'invest, il est là pour donner des grandes directions, faire des débats et dire, bon, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu as Ouais. pensé à ça? Tu vois, tu poses des questions, tu crées du débat et tu n'es pas là pour conseiller, tu es là pour donner du feedback et pour donner plutôt des retours d'expérience que toi, tu as déjà vécu. Donc, Ouais. n'essayez pas d'être trop présent, même si ça part d'une bonne intention, ça peut épuiser. Et il faut vous imaginer que des investisseurs comme vous, il en a peut-être 20 ou 30 dans la cap table et que si les 20 ou 30 passent un coup de fil juste de 10 minutes, bah, ça fait déjà beaucoup de temps perdu pour l'entrepreneur. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et trois, je dirais ne le faire que pour l'argent. Ça paraît un peu cliché, mais c'est vrai. Si vous investissez uniquement pour l'argent, vous n'allez pas être un bon support parce que vous allez être stressé. Et là, ce matin, j'avais le cas dans un dossier. Il y en a un qui pense qu'à l'argent. C'est le plus petit actionnaire de la cap table d'une boîte dans laquelle on est. Et il est en train de bloquer tout un process parce qu'il ne veut pas se diluer, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de BSPCE. Et en fait, je dis, mec, tu n'as rien compris à l'entrepreneuriat, tu n'as rien à foutre ici, quoi. Honnêtement, tu es en train de bloquer un process. Dans tous les cas, on va le passer en AG, donc on va le faire sauter. On n'a pas besoin de son accord. Mais c'est vraiment ce qu'il ne faut pas. Il faut réussir à, à comprendre la mission de l'entrepreneur. Et parfois, il faut accepter qu'un dossier, ben, vous ne gagnerez pas d'argent parce que la cause qui est parfois très noble de l'entrepreneur ne peut pas rapporter autant d'argent qu'on pensait, mais il ne faut pas demander à l'entrepreneur de se travestir. Je sais que c'est compliqué, mais l'argent que tu perdras sur un dossier
et la bonne réputation que ça te fera parce que tout se sait dans l'écosystème, bah, te permettra de rentrer dans un autre dossier qui est top et où là, tu feras ton x10. Donc, vraiment, c'est ça mon retour. Ok, ah, c'est vachement intéressant. Ok, très bien. Il y a quelques questions dans le chat. Alors, il y a Grégoire qui dit, mais quand même, feed à la banane a meilleur goût, non? Bon, C'est vrai que le feed banane est très bon, il fait partie des best-sellers. Ah, ok. Il y a Jonathan qui avait demandé est-ce qu'il y a besoin que la levée de fonds soit grosse pour faire du cash out? Mais on avait répondu, Anthony avait dit à partir de 10 millions, on commence à faire des cash out intéressants potentiellement. On a aussi Jordan qui te demande ouais, à quel moment on est légitime pour être BA, en gros? Je pense que tout le monde est légitime à partir du moment où tu peux apporter un peu plus que l'argent. Euh, Encore une fois, nous, on est vraiment dans l'entrepreneuriat, donc assez naturellement, on apporte des choses concrètes, mais chaque personne ayant des skills, Ouais, ou des connaissances sectorielles déjà, quoi. ouais, je pense à un dossier, bah, encore une fois, je suis un peu une obsession avec les petits bidons, mais c'est le premier qui me vient. Là, j'ai fait rentrer un pote qui est dans la politique dedans, qui s'appelle David Hervé, et il est rentré dedans, et il a vachement aidé sur tout ce qui est lobbying. Et là, il y a une nouvelle loi apparemment qui est en train de se rédiger sur les trucs produits ménagers, transparence, je sais pas quoi. Bah, il aide les petits bidons avec son secteur. Parfois, c'est des avocats. Ben, l'avocat, il va pouvoir t'aider à, je sais pas, rédiger des trucs un peu moins chers. Si c'est quelqu'un qui est un expert de la food tech, bon, ben, il peut te conseiller. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un grand groupe, il peut te mentorer. On a tous des savoir-faire et c'est en les mettant à disposition de l'entrepreneur que là, tu apportes ce qu'on appelle du smart money. Donc, Ouais. c'est pas juste de l'argent, mais un petit truc en plus. Et même si tu n'apportes aucune expertise, déjà apporter du soutien et dire à l'entrepreneur quand il t'envoie un mail, un reporting, ben bravo, continue comme ça, nous on croit en toi, c'est déjà cool. Et moi, pour avoir fait des reportings parfois Ouais. qui n'étaient pas top parce que les mois étaient difficiles, bah, quand tu racontes un truc qui n'est pas une super bonne nouvelle et que tu as plein de mails de gens qui te disent nous on croit en toi, baisse pas les bras, ça va le faire, ben là déjà c'est que c'est des bons BA. Bon, top. Ok, bon, évidemment, il y a plusieurs spectateurs qui nous demandent ton adresse mail et comment te contacter, mais peut-être sur LinkedIn, peut-être c'est pas mal, non? Ouais, Ouais, sur, monsieur. sur les réseaux sociaux. Là, on écrit à M6 directement pour passer dans l'émission. Ouais, vous pouvez aussi contacter Jérémy et Omblin, c'est eux qui gèrent les dossiers, la sélection. Ils sont tagués dans mon dernier post LinkedIn pour la saison 3, qui, on l'espère, arrivera rapidement. Mais oui, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn avec plaisir. Bon, ça roule. Bah, écoutez, il y a encore d'autres questions, mais on n'aura peut-être pas le temps de toutes les prendre parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on discute. En tout cas, Anthony, écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir. J'espère que l'entretien était intéressant. Merci à tous d'avoir écouté et suivi. Donc cet entretien sera disponible en replay dès cet après-midi. Voilà. Merci à tous, merci Anthony et à très bientôt. Merci beaucoup.